En fait, on va dire que moi, on a beau me dire oui, tu vas t'entraîner ou rouler pour le plaisir. Du moment que je monte et du moment que je ferme ma visière, c'est plus pour du plaisir. Salut à toutes et à tous, je suis Lucas Roguet et avec Parole d'athlète, je vais vous emmener au cœur de conversations profondes et inspirantes avec des sportifs de haut niveau. Nous discuterons des hauts, des bas, des triomphes et des défis, mais aussi des émotions, des expériences et des histoires personnelles propres à chaque athlète. Vous êtes la force de notre communauté et afin que le plus grand nombre puisse découvrir les histoires inspirantes de mes invités, suivez notre podcast sur vos plateformes d'écoute préférées et sur les réseaux sociaux, partagez mes contenus avec vos proches, votre famille, vos amis et vos collègues. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. Aujourd'hui, nous accueillons Antoine Bonnard, pilote de vitesse à moto, et son frère Mathieu, qui joue le rôle de manager pour le compte de sa carrière. Bonjour Antoine et bonjour Mathieu, et merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Au cours de cette interview, nous allons revenir sur ton parcours, Antoine, en tant que pilote à moto. Et je précise que dans cet entretien, nous pouvons aborder tous les sujets et à tout moment basculer sur un sujet qui vous tient à cœur. Est-ce que ça vous va? Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Donc tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun votre tour brièvement et nous parler de votre relation en tant que pilote, manager et bien sûr en tant que frère? Déjà, bonjour à tous. Je m'appelle Antoine Bonnard, j'ai 22 ans et je suis pilote de moto de vitesse. Et mon frère, qui est Mathieu Bonnard, c'est mon manager, en fait, entre guillemets. Très bien. Mathieu, est-ce que tu as un mot à rajouter là-dessus? De toute façon, on va y revenir après dessus, mais on va dire que j'ai pas toujours eu ce rôle-là. Après, pour parler de la relation qu'on a vraiment, c'est pas tous les jours facile, hein, parce que voilà, d'un côté on a le professionnel et de l'autre on a le personnel aussi. Donc, mais ça, on va y venir dans l'interview. Après, là, actuellement, non, j'ai rien à rajouter de plus, dans le sens où moi, voilà, j'ai 26 ans, je vais avoir 27 en décembre. Et du coup, voilà, comme a dit Antoine, je suis son manager, on va dire officiellement parlant, concernant sa carrière de pilote moto. D'accord, très bien. Et donc tu disais que ça n'avait pas toujours été le cas, tu n'avais pas toujours été son manager. Donc comment s'est fait cette transition? Avant, il avait quelqu'un d'autre qui s'occupait de sa carrière? Alors, pas du tout. Pas du tout. Comment se fait cette transition? En fait, cette transition, elle se fait, on va y venir vraiment dessus après, mais en 2018, ça a commencé quand Antoine, en fait, il a eu un peu des expériences négatives, on va dire un peu avec des personnes du monde de la moto. Et ce qui s'est passé, c'est que mon père, à la fin d'un championnat, m'a dit, écoute, ton frère, il se fait un peu boycotter, etc. Il y a personne qui va vraiment l'aider. Est-ce que toi, tu voudrais pas t'en occuper? Parce que moi, j'ai toujours été dans le commerce. Et j'ai dit, écoute, pourquoi pas? Donc j'ai commencé à chercher des investisseurs et des sponsors. D'accord, très bien, super, merci beaucoup pour cet apport. Et donc, pour poursuivre sur ce sujet-là, on va dire à la base de votre projet, du projet d'Antoine, comment en tout cas Antoine est entré dans le monde de la moto de course et de la moto de vitesse? Faut savoir déjà que j'étais passionné depuis tout petit de la moto, sauf que je pouvais pas en faire de la moto parce que j'ai en fait qu'un rein. J'ai eu une polykyste adrénale à ma naissance et mon docteur, mon médecin me donnait pas l'accord pour pouvoir faire de la moto. Et du coup, à l'âge de mes 14 ans, je suis allé voir mon nephrologue et je lui ai demandé si je pouvais faire de la moto et il m'a donné l'accord cette fois-ci parce qu'il y a eu des études qui ont été faites qui ont prouvé que les personnes qui ont un rein ils pouvaient faire de la moto de vitesse mais pas de cross. Attention, pas de cross. Et du coup, mon père m'a fait un cadeau pour mon anniversaire à mes 14 ans, une initiation à la moto au Castellet chez Easy Monnery avec Hervé Moineau. Très bien, super. Et donc tu me parlais justement de ton enfance en quelque sorte, et que tu as toujours été passionné par la moto. Est-ce que tu peux nous dire à quel âge tu as commencé et par quelle discipline? Est-ce que c'était, directement, en moto, je sais pas, est-ce que tu as commencé par de la moto de cross ou une autre J'ai discipline? j'ai commencé à l'âge de 14 ans la moto sur une 110 Yamaha TTR D'accord, avec Hervé Moineau chez Easy Monnery. Ma toute première session de moto. d'accord.
Donc c'est ce que tu disais auparavant, le cadeau de ton papa, c'est ça? La suite de ça, qu'est-ce qu'il s'est passé? Qu'est-ce que ça a déclenché? Est-ce que tu as appris directement, enfin directement façon de parler, mais est-ce que dans les mois qui suivaient, tu pouvais déjà on va dire, prendre le départ des courses de ta région? En fait, il faut comprendre une chose pour remettre d'abord le contexte, c'est qu'on parle d'une famille qui n'est pas du tout motard, mais alors absolument pas. On parle comme Antoine le disait, c'est dans le sens où lui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est mon père donc qui lui a pris l'initiation comme cadeau. Mais on part pas de, si tu veux, d'une histoire basique où on va dire le gamin commence la moto à 6 ans, à 3 ans, à 4 ans. Euh, donc c'est vrai que pour remettre les choses dans le contexte, en fait, Antoine, il s'est retrouvé tout seul avec notre père et après bon, on va raconter la suite, mais il faut vraiment que les gens qui écoutent comprennent ça en fait. C'est qu'on parle pas d'une famille où notre père, il pouvait pas lui dire prends cette trajectoire comme ci ou comme ça. Donc comme il disait, c'est Hervé qui l'a vraiment repéré entre guillemets. Donc Hervé qui est 4 fois champion du monde d'endurance. Donc voilà, c'est ça qu'il faut aussi que les gens comprennent avant d'écouter la suite de l'interview. C'est dans le sens où on parle vraiment d'une histoire complètement atypique en fait. Ouais, d'accord, donc c'est vraiment pas dans comme tu as pu très bien le dire là juste avant, c'est une histoire, du coup atypique et c'est pas, en fait, Antoine ne vient pas d'une famille de motards, ce que tu dis? Ah non, du tout. OK, Mon père était hockeyeur sur glace et ma mère était dans la danse. très bien. Bon, il y a toujours eu ce côté quand même, sportif, mais effectivement, c'est pas du tout la même histoire que quelqu'un qui vient directement du monde de la moto. Exactement. Et justement, est-ce que tu t'es essayé à d'autres disciplines, d'autres sports, au-delà de la moto? Et qu'est-ce qui t'a fait revenir, encore et toujours à cette discipline-là? Déjà, oui, c'est une passion et c'est surtout que avant la moto, j'ai fait un peu de foot dès que j'étais petit, un peu de natation, escrime et de mes 12 ans à mes 14 ans, à mes débuts de la moto, je faisais du rugby. Donc ça n'a rien à voir, mais après c'est toujours la même, la même rigueur, entre guillemets, c'est la même c'est discipline, sacrifice, etc. Donc c'était à peu près la même chose. Sauf que quand il dit rigueur et discipline, il a vraiment mis ça en place pour la moto. Parce que le rugby, c'était pas des sacrifices, enfin, c'était pas des sports qu'il pratiquait à très haut niveau. La moto, on parle d'entrée de jeu du championnat de France, donc c'est pas la même chose aussi. C'est ça qu'il faut aussi entendre, c'est qu'on parle pas des mêmes disciplines, on parle pas des mêmes sports. Et donc chaque sport a sa complémentarité qui va avec, en fait, si tu veux. Donc c'est vrai que quand Antoine te dit voilà sacrifice, etc. Oui, ça a été le cas à partir de la moto. Avant, Antoine, on peut pas dire que c'est des sacrifices. Avant, c'était des sports voilà pour s'amuser. Oui, le rugby, effectivement, les week-ends, il y avait des matchs, etc. Mais il voulait pas faire carrière. Pilote, on savait que le jour, si un jour ça arrivait, parce que comme il l'a dit, depuis tout petit qu'il avait sa polykystose rénale avec son 1, c'était pas possible. On savait que si un jour on donnait l'accord à Antoine de faire la moto au niveau médical, on savait qu'il voudrait en faire une carrière. Donc ça aussi c'est à souligner dans le sens où les vrais sacrifices, pour moi ça a commencé vraiment à la moto. Là ça a pu être le même game pour parler familièrement. Donc voilà, après il va continuer d'expliquer, mais c'est juste une parenthèse qui est quand même assez importante. Bien, donc on comprend bien ici, effectivement Mathieu et Antoine, le fait de, effectivement dans le sport, et dans le sport, on va dire, quand on le pratique à un certain niveau et avec une envie justement de faire carrière, il y a toutes ces notions de sacrifice, de régularité, de discipline, mais on a bien entendu justement Mathieu souligner que pour Antoine, c'était, ces sacrifices-là, ce mindset-là vraiment est apparu pour la moto et vous le saviez déjà comme tu as pu le dire juste avant que si l'accord était donné pour Antoine, de pratiquer ce sport-là, c'était vraiment pour faire carrière et pas pour s'amuser quoi, comme les autres sports. Exactement. Bah, surtout qu'en plus de ça, on savait qu'il avait un retard assez important. Il faut le souligner aussi parce que les enfants commencent la moto à 3, 4, 5 ans. Donc avec un retard aussi important, même quelqu'un de doué, voilà, il fallait qu'il travaille et qu'il allait faire des sacrifices énormes. Donc ça c'est sûr. C'est surtout que là où je veux aller, il faut faire des sacrifices énormes. Super. Justement sur cette notion de là où tu veux aller, de chemin, qui a pu t'inspirer? Qui était on va dire ton idole, ou qui est ton idole encore aujourd'hui? Je sais pas si tu peux nous parler de ça? Bah, à l'heure d'aujourd'hui, mon idole, c'est Marc Marquez. Après, bien sûr, Valentino Rossi, c'est la légende, mais mon idole,
celui qui m'a appris pas mal de choses, entre guillemets, dans la moto, on va dire, grâce à ses vidéos que j'ai regardées et même son pilotage, son style de pilotage, oui, c'est Marc Marquez. D'accord, et qu'est-ce que pour toi, on va dire alors, moi je suis pas, un initié de la moto. Je connais évidemment le nom de Marc Marquez, hein, ça m'est pas inconnu non plus, mais si tu devais donner, quelque chose, en lui qui t'a, donc tu as mentionné le pilotage, mais est-ce que, tu peux nous dire, ce qui vraiment, dans sa manière de faire de la moto, fait la différence par rapport aux autres et justement, cette différence t'a marqué et tu t'es dit: «Tiens, son parcours est vraiment très intéressant, et je peux m'en inspirer»? À l'heure d'aujourd'hui, je dirais, c'est dès qu'il monte sur la moto, c'est une autre personne. On va dire entre guillemets, il pose le cerveau et il pilote avec la limite, avec la limite. Il va chercher la moto au-delà de la limite, au-delà de la limite. Il a pas peur de tomber. Voilà, c'est OK, ça. super. On verra tout à l'heure quels sont, comment dire, les points, que toi tu préfères, que toi on va dire si tu as des routines, ce genre de choses-là. On pourra en parler par la suite. On parlait de sacrifice juste avant. Est-ce que, pour, ta carrière de pilote, tu as dû sacrifier tes études ou est-ce que tu es toujours, tu fais toujours des études? J'ai passé mon bac pro et après j'ai arrêté les études parce que je sais que les études c'était pas vraiment fait pour moi, on va dire entre guillemets. Et j'ai dit à mes parents, j'ai dit je préfère me lancer à fond dans la moto entre guillemets et essayer de faire carrière là-dedans. Mais après ma mère a toujours été carrée avec les études. Par exemple, je faisais mes courses le week-end, donc j'allais dans toute la France. Et le lundi à 8h, 7h du matin, j'étais en cours et je travaillais comme les autres élèves. Donc, dans ce que tu dis là, il y a vraiment, encore une fois cette notion de, corrigez-moi, mais, j'aimerais bien dire de détermination et de se dire, en fait, c'est, ce qui m'intéresse moi, c'est de faire de la moto et je mets tout sur cette carte-là et je vais pas aller, si on peut dire, user de l'énergie ou user du temps, sur d'autres, domaines. Bah, comme tu l'as dit, voilà, détermination, oui, mais surtout et par-dessus tout d'ambition. Parce que la détermination, on va nulle part sans ambition qui va derrière avec. En fait, au final, pour moi, les deux vont de pair et Antoine, c'est vraiment ce qu'il a compris très jeune pour atteindre son but ultime à lui. Maintenant, oui, comme tu dis, c'est vrai que il a entre guillemets, enfin non, c'est même pas entre guillemets, c'est qu'il a sacrifié quand ses copains allaient faire des soirées les vendredis soirs, etc. Lui, il n'avait pas spécialement d'amis, on va dire, au lycée, parce que bah, justement, comme tu l'as dit, il ne sacrifiait pas son énergie à d'autres passe-temps en fait, mis à part les études, parce que c'était important qu'il ait son bac pro mécanique, parce qu'il voulait comprendre comment fonctionnait une moto, etc. Et par-dessus tout, euh, de jouer à la play, voilà, de jouer à la play pour les circuits, pour tout ça en fait, faire de la visualisation. À l'époque, il n'était pas trop au niveau du sport. C'est venu un peu plus tard. J'avais des amis, oui, mais oui, j'étais pas dans leur même délire. Ouais. Très bien. Maintenant, on peut parler un petit peu, de toi, Mathieu, si tu le souhaites, et nous parler un peu de ton parcours à toi, revenir justement sur, à partir de quel moment tu t'es mis à accompagner Antoine, juste avant de passer vraiment sur l'aspect, carrière d'Antoine et ce qu'il a déjà réalisé? Alors moi, c'est très simple, hein. J'ai commencé donc j'avais 15 ans dans la vente, sous dérogation bien sûr, parce que c'est interdit et illégal de commencer aussitôt à la base. Donc si tu veux, voilà, j'ai toujours été dans le domaine du commerce. Après, je suis parti parce que ma mère était, comme disait mon frère, au niveau études, c'est important. Moi, je savais que je ferais pas d'études parce que c'était pas mon délire. Hein. Je veux dire, j'ai fait 3 mois de fac de droit. C'était pas du tout, mais alors pas du tout ce qui m'intéressait. Donc au final, il y avait déjà cette notion de commerce de base. Après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été commercial en communication en alternance. Bon, ça n'a pas été jusqu'au bout parce que la société dans laquelle j'étais a fait faillite. Donc ça c'est encore un autre sujet. Mais voilà, ça m'a quand même appris à démarcher, pour parler très familièrement le culot, parce que dans ce milieu-là, il en faut. Et donc voilà, avant Antoine, j'étais sur Monaco, dans un magasin de prêt-à-porter. Et comment c'est venu l'idée de vraiment m'occuper de lui à temps plein? C'est qu'en fait, je n'avais pas l'autorisation de ma patronne, qui je respecte par-dessus tout et avec qui je suis toujours en contact, mais je n'avais pas l'autorisation de parler de mon frère. À l'époque, je cherchais des sponsors, je cherchais même pas des investisseurs.
On parlait d'une somme qui était mais dérisoire contrairement à aujourd'hui. Et c'est vrai que j'avais pas cette autorisation-là de pouvoir demander aux gens s'ils connaissaient quelqu'un qui pouvait m'aider ou autre. Et donc du coup, ça me prenait un temps fou en fait de m'occuper d'Antoine. Comme lui, le week-end, il était en course avec mon père. Moi, à l'époque, donc, je le faisais pas tout seul. Hein, j'avais mon ex-copine qui m'aidait à ce niveau-là. On s'occupait de faire tout ce qui était les rapports de course pour que les gens, parce que c'est très très important, comme tu sais, la communication sur les réseaux sociaux notamment. À l'époque, c'était Facebook. Donc, les rapports de course pour pouvoir expliquer ce qui s'était passé, pourquoi ci, pourquoi là. Euh, il faut savoir voilà que donc j'étais accompagné à ce niveau-là. Après, les sacrifices que j'ai dû faire quand vraiment ça a commencé à prendre une certaine ampleur, bah, ça a été de mettre ma vie entre parenthèses, entre guillemets. C'est un choix totalement voulu. C'est parce que j'ai pu rencontrer des gens dont je tairai le nom de renom, que ce soit dans le monde de la Formule 1 comme dans le monde de la moto, qui m'ont montré que en fait ils prendraient Antoine comme un numéro, comme un gibier en fait, hein, ce qui se fait énormément. Et donc à partir de là, un jour on sortait d'un rendez-vous avec mon frère et j'ai dit Antoine, écoute, moi je vais m'occuper de toi à temps plein. Ça va me coûter du temps, ça va me coûter de l'énergie énorme, mais au moins je suis sûr que moi je ne te mettrai pas un couteau dans le dos. Parce que voilà, c'est vraiment ce qu'on m'avait fait comprendre. Donc si tu veux, voilà, après ça m'a coûté des relations, que ça soit amicales, que ça soit sentimentales. Ça m'a coûté beaucoup de choses parce que tu sais, quand tu rencontres les gens et qu'ils te demandent ce que tu fais comme métier, souvent, en plus, moi, c'était souvent des parents de mes amis, que ce soit homme ou femme, hein, et que tu dis ton métier, on te dit c'est pas un vrai métier. Alors c'est vrai que oui, on pourra revenir dessus après, mais c'est un vrai métier. Ça, je peux le dire, il faut le vivre pour le croire. Mais voilà, après, si tu as des questions, n'hésite pas. Mais pour commencer, voilà ce que je peux dire sur moi, quoi. Très bien, donc là, d'après ce que tu viens de nous dire, il y a vraiment toujours eu, on va dire, malgré en fait que votre famille ne soit pas issue du monde de la moto, il y a toujours eu ce soutien autour d'Antoine qui a été là pour le supporter. Donc tu parlais de ton papa, de ta maman et de même des personnes qui ont été euh, avec lesquelles tu as eu des relations sentimentales, comme tu le disais, ton ex-copine. Vraiment, il y a vraiment eu toujours un petit ou plutôt tout simplement un cocon autour d'Antoine pour l'accompagner dans cette ambition de devenir pilote. Bah, en fait, le truc, c'est que Antoine a choisi la moto, mais ça aurait pu être n'importe quel sport. Dans notre famille, on est très soutenus entre nous, on est ultra solidaires. Donc ça aurait pu être n'importe quel sport, j'aurais été là pour lui. Après, c'est vrai que Antoine, quand je l'ai vu monter la première fois sur la moto, etc., c'est quelque chose qui m'est venu en mode, ok, c'est sa place. Maintenant, il faut que j'arrive à le faire monter sur une moto, donc en gros qu'il ait une écurie. Et ça m'est vraiment venu fin 2019. Après la saison 2019, j'ai dit écoute Antoine, moi vivant, je ferai tout pour te mettre sur une moto parce que il a été complètement boycotté, parce que c'est pas le fils d'un tel ou d'un tel, on l'aide pas. Et donc voilà, après ça on n'est pas là forcément pour parler de ça, mais c'est dans le sens où comme dans tous les sports, à un moment donné, quand on est ce qu'on appelle outsider, si on s'aide pas par soi-même, on n'est pas entraîné. On va pas être aidé par n'importe qui. Donc oui, c'est vrai que ça coûte. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont été là, que ça soit, comme tu dis, voilà, si bien mes ex-copines, que ça soit Antoine de son côté, c'est, on va dire, peu d'amis qu'il a pu avoir. Mais attention, parce que après Antoine va venir dessus, il y a eu une autre étape qui est arrivée par la suite assez importante. Et là, pour le coup, en fait, c'est tout le monde nous a tourné le dos quasiment, et on s'est retrouvé qu'en famille, en fait, au final. Donc ça, on va y venir après. Mais c'est vrai que oui, voilà, par rapport à ce que tu disais, il y a quand même ce soutien entre nous, ça c'est clair. Si on poursuit, donc vous nous avez raconté jusqu'à maintenant un petit peu votre histoire, les débuts d'Antoine dans le monde de la moto, comment ça s'est passé, on va dire avec la gestion de sa carrière, comment toi Mathieu tu as pris les rênes de sa carrière, enfin en tout cas les rênes du rôle de manager dans sa carrière. Moi j'aurais juste avant de donner du coup la parole à Antoine pour parler sur sa carrière et que l'on échange autour de ça. Euh, Est-ce que aujourd'hui, dans le cas de personnes comme vous, d'autres personnes comme vous qui souhaiteraient, donc comme toi Antoine, se lancer dans une carrière avec le même sérieux et la même ambition, enfin la même en tout cas à échelle comparable, une autre personne qui souhaiterait, comme toi Antoine, du coup se lancer dans une carrière
dans la moto, et qui ne provient pas d'une famille, de motards, quels conseils vous donneriez à ces personnes-là? Et par quel moyen y arriver et par où commencer, j'aurais envie de dire? Alors tout d'abord, on va dire être prêt à faire des sacrifices énormes. Donc c'est-à-dire partir, par exemple, rouler tous les week-ends, même si c'est à l'autre bout de la France, dans un autre pays. Ça, il faut être prêt. Hum, la rigueur et surtout le mental. Et après, bien sûr, le nerf de la guerre, on va dire, l'argent. Par-dessus tout, bon, déjà pour les proches, il faut avoir le cœur accroché, déjà pour commencer. Parce que c'est pas de la voiture, hein, quand ça crache, quand ça tape, il n'y a pas de coque, il n'y a pas tout ça. En voiture, c'est impressionnant, mais en moto, et les motards qui nous écouteront le savent, la moto, ça pardonne rarement. Donc déjà, voilà, l'ascenseur émotionnel est assez important. Et d'autant plus avoir également le cœur accroché au niveau encore une fois, d'un autre style d'ascenseur émotionnel, parce que quand on est au sein de la chose, c'est-à-dire que nous, on est vraiment le noyau proche d'Antoine, tous les aléas qui vont avec, que ça soit des sponsors, que ça soit... Enfin, nous, je sais que la deuxième partie de notre histoire, ça m'a vraiment montré à moi, et Antoine, c'est encore différent, parce qu'Antoine, le mental est là, et voilà, lui, il doit s'occuper, entre guillemets, que d'une chose, c'est de piloter, rouler, faire du sport, et ne pas penser au reste. Mais moi qui vois le côté financier, qui vois le côté commercial, qui vois le côté communication, qui vois le côté image sur les réseaux, qui vois le côté de tout ce que les gens vont raconter sur Antoine ou sur moi ou peu importe ou ci ou là, je veux dire ouais, il faut vraiment avoir envie, et par-dessus tout aussi, si un enfant aujourd'hui veut se lancer dans la moto, bah, il faut qu'il ait quelqu'un derrière qui le soutienne en fait. Très bien, donc si vous nous écoutez et que vous êtes dans cette situation-là, eh bien les conseils d'Antoine et de Mathieu, je pense, vous seront très bénéfiques. J'aime bien réfléchir en images. Et j'ai dit, Antoine, visualise devant toi, il y a un océan, il y a des yachts, où tous les pilotes sont dans leur yacht, tu vois. Je dis, il y a des cachalots, il y a des calamars géants, il y a des requins blancs, il y a tout ça. Et nous, on est avec une barque, et on se lance là-dedans, voilà. Et on doit apprendre à pagayer et à monter petit à petit pour monter sur d'autres bateaux. J'ai dit, en gros, l'image, elle est là. C'est que nous, on s'envoie dans le monde des grands, quoi, entre guillemets, dans le monde des grands. Et c'est là où on s'est dit, on part tous les deux, soudés, contre le monde, quoi, quelque part. Et c'est une image qui, au final, s'est réalisée quelque part, parce que, on viendra là-dessus après, mais les gens, ils te tournent le dos, mais à une puissance et à une vitesse extrême. Moi, j'ai entendu des choses, on n'avait même pas encore mis les pieds en Espagne, que j'entendais déjà des choses sur moi. Enfin, c'est quelque chose, voilà, donc c'est pour ça qu'on dit que vraiment, le gamin qui veut y arriver, il faut qu'il soit accroché à tout niveau. À tout niveau. C'est hyper important. Écoutez, merci beaucoup pour ce retour d'expérience, en tout cas de votre expérience, sur, ce à quoi s'attendre lorsque soit en tant qu'enfant ou qu'accompagnateur, donc parent, ce dont à quoi on doit s'attendre, lorsque son enfant veut se lancer dans une carrière de pilote. Donc, en 2017, Antoine, il me semble que tu participes au Blue Crew Camp, qui est organisé par, Yamaha Racing et les pilotes officiels de chez Yamaha. Qu'est-ce que tu tires de cette expérience-là en 2017? Une bonne expérience parce que déjà, on était un groupe de pilotes qu'on se connaissait pas tous forcément. Donc on a appris à être soudés les uns les autres. Après beaucoup d'amusement et beaucoup d'apprentissage aussi. Dès que tu roules avec des pilotes de catégorie mondiale, entre guillemets, tu apprends beaucoup, énormément. Donc non, c'était une belle expérience. D'accord, et donc c'est le principe donc c'est un stage, c'est ça qui dure 4 jours, et le but à ça, c'est vraiment d'avoir un entraînement intensif qui te permet d'évoluer, rapidement en très peu de jours, en tout cas d'apprendre, comme tu l'as dit, beaucoup de choses en très peu de temps? C'est ça. Nous, je crois que ça avait duré une semaine. En 2017, c'était le tout premier Book Camp à Alès, on l'avait fait. Et c'est ça. En fait, ça te permet d'apprendre vraiment en une semaine. Tu t'améliores au niveau pilotage. Ils te font des cours pour les réseaux sociaux. Ils t'apprennent en fait le monde d'un pilote professionnel entre guillemets. Ils t'apprennent la nutrition. Ils t'apprennent plein de choses. Tu roules en moto, en flat track, dirt track. Après le soir, on peut aller faire. On faisait du karting aussi.
ils nous apprennent en fait ce que c'est la vie d'un pilote pro, quoi, entre guillemets. D'accord, et donc on t'entend justement parler depuis le début de cet épisode de plusieurs types de motos, parce qu'un pilote de moto ne s'entraîne pas uniquement sur, on va dire, son cheval le plus fidèle, la moto de vitesse. Il y a vraiment tout un autre, toutes les autres dimensions à prendre en compte. Est-ce que c'est une obligation de passer par, je veux dire, ces autres types d'entraînement avec des motos de cross, des motos, comme tu le disais, flat track, et parfois du karting, ou est-ce que c'est vraiment, on va dire, au bon vouloir du pilote, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est, on va dire, vraiment indispensable pour les futurs pilotes ou pour même les pilotes d'aujourd'hui? Le plus indispensable, on va dire, c'est le flat track. C'est une motocross, en fait, entre guillemets, qu'on va prendre. Et on met des pneus de pluie de vitesse. Et on va sur un ovale ou sur un circuit de terre, mais sans bosse. Juste, on met, c'est de la terre un peu comme du sable très, très, très sec. Et en fait, on apprend à gérer la moto avec la glisse. Et c'est très, très important parce qu'en vitesse, on apprend à gérer la glisse en entrée de virage. Après, faire du cross, faire de la motocross, ça c'est leur choix. Moi, je sais que pour moi, déjà j'ai pas le droit avec j'ai interdiction, mais je sais que c'est ultra dangereux en motocross. Tu tombes, tu peux facilement te faire mal, tu peux facilement te blesser. Et le karting, c'est pareil, c'est leur choix. Il y en a, ils te disent que vu que t'es plus proche de l'asphalte, t'apprends plus les trajectoires, mais pour moi, c'est pas une obligation. Moi, la seule obligation, c'est vraiment le flat track et la moto de vitesse. Après, le reste, c'est leur choix. Dans ce stage, le Blue Crew Camp, tu parlais, du coup des choses que l'on t'apprend au niveau, pratique sur la moto. Est-ce qu'il y a d'autres aspects? Est-ce que à la fin de ce stage-là, tu as, aussi appris, des choses, donc tu en parlais tout à l'heure, sur un peu l'image personnelle que tu dois, donner sur les réseaux sociaux? Et la seconde question que j'aurais, à ça, c'est est-ce que cet événement-là permet d'autres choses? Est-ce qu'il y a des retombées médias? Est-ce qu'il y a des retombées, je ne sais pas si on peut appeler ça retombées, mais en tout cas, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent s'accélérer au niveau des sponsors, des investisseurs lors de ces événements-là, lors de ces stages-là? Alors, en 2017, non. Pour être honnête avec vous, non. Parce que c'était le premier. Donc, nous, personne n'a pas eu on n'a pas eu de retombées médiatiques. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas. Mais en 2017, ça, Après, ça dépend ce que tu appelles, Lucas, retombée médiatique, parce que en 2017, je veux dire, il a quand même eu des t-shirts, des casquettes, des sacs, des choses comme ça. Après, il a quand même, bon, sur leurs réseaux sociaux, eux, le Blue Crew, ils en ont quand même un peu parlé. Il y a eu quand même des photos, des choses comme ça. Donc, on peut appeler ça une retombée médiatique. Maintenant, ce qu'Antoine veut dire, c'est que retombée médiatique 2017 et retombée médiatique 2023 n'a plus la même signification, comme tu sais. Donc, si on prend la signification actuelle, non. Ça, c'est sûr que non. D'accord, donc il y a eu une évolution, comme tu le disais, parce que c'était en 2017, c'était le premier, c'est ça? c'était le tout premier. Super, très bien. Et donc est-ce que, la question qui va suivre, est-ce que, de 2014 du coup, là où tu fais ton premier stage, que ton père t'offre, à moto, et en 2017 jusqu'à cette date où tu, participes pardon, au 1er Blue Crew Camp, entre ces 2 dates, que tu as déjà pris le départ d'une course, à moto, hem et surtout, est-ce que, tu es déjà, accompagné, on va dire, hormis ton entourage, dont on a parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu as déjà des sponsors et des investisseurs qui te suivent à ce moment-là? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est toujours, on va dire, tiré par Mathieu et par toi-même? En 2016, j'ai fait mon premier championnat, on va dire régional, on va dire. C'était la ZF Grand Prix Academy, qui était c'était anciennement l'école de Johan Zarco et de Laurent Felon. Là, déjà, j'ai déjà appris à piloter puisque c'est des mini-motos de vitesse, c'est des Caillots, des 150, et c'était sur des circuits de karting. Donc là, tu apprends vraiment les bases de la vitesse. Et en 2017, pendant l'année du Blue Camp, oui, j'ai fait mon tout premier championnat de France, le championnat de France 125 Promo Sport. Et en sponsor, on avait Shark Helmet, les casques de course Shark, ouais. Du sponsor matériel, du coup, sponsor Après, financier, non. sponsor financier, non, on n'avait pas. Non, il n'y en avait pas.
Maintenant, Mathieu, est-ce que depuis le début, donc tu nous l'as dit tout à l'heure, tu apportes le soutien à ton frère, tu t'occupes aussi du off de sa carrière. Donc, on parlait tout à l'heure des médias, notamment de la page que tu animais après chaque course, pour tenir un petit peu sa communauté au courant de ses résultats et de ce qu'il faisait. Quelles sont aujourd'hui les raisons, tout à l'heure, tu nous les as dites, quelles sont les raisons qui te poussent à accompagner ton frère comme manager. Est-ce que aujourd'hui tu mets des projets personnels et professionnels, on va dire, de côté pour ça, si on veut reparler brièvement de sacrifice, est-ce que tu as, toi, des projets, on va dire, professionnels ou personnels qui sont stoppés aujourd'hui pour accompagner Antoine? Après, c'est un choix. Je veux dire, tout le monde n'aurait pas forcément fait le même choix. Je veux dire, il y en a qui auraient pu très bien. Il y en a, hein, il y a deux écoles à ce niveau-là. Il y en a qui disent oui, mais c'est possible de, en même temps, faire des projets et en même temps t'occuper de ton frère. Mais en fait, le projet de mon frère a pris une telle ampleur que oui, bien sûr que ça fait maintenant 2 ans, 2 ans et demi même, que j'ai mis ma vie entre parenthèses pour m'occuper de lui. Oui, tout à fait. Tout à fait. De base, je monte une marque de vêtements. Ça, c'est mon projet à moi. Donc, je faisais une formation pour être styliste et couturier. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis ça entre parenthèses pour m'occuper d'Antoine, parce que ça me prend beaucoup trop de temps. Et parce que, voilà, on a dû, après, on reviendra là-dessus, mais on a entamé une étape de notre vie qui était l'Espagne. Et quand tu pars tout seul vivre avec ton frère, ben, t'as pas le choix, en fait, de t'occuper de tout à la place de tes parents, parce ils sont plus avec vous. Donc c'est plus la même chose. Après, oui, j'ai carrément tout mis entre parenthèses, c'est-à-dire que j'étais arrivé à un stade où la moindre personne qui te dit oui, tu trouveras pas pour ton frère, bah tu la zappes de ta vie en fait. Tu la zappes de ta vie parce que tu dois avancer et pour avancer, on peut pas se nourrir quelque part de paroles négatives d'entourage, que ce soit proche ou lointain. Donc oui, j'ai mis énormément de choses entre parenthèses. Alors souvent, quand j'utilise le terme sacrifice, on me dit que c'est moche, que ci, que là, parce qu'il faut que je pense à moi. Mais comme je dis toujours, moi, mon frère, je ne vois pas faire autre chose que ça, et je lui ai fait une promesse. Et nous, dans notre famille, mon père nous a éduqués, notre père nous a éduqués avec une seule parole, en fait, un homme avec une parole. Donc j'ai fait une promesse à mon frère de le mettre sur une moto. Plusieurs fois, on m'a dit, mais c'est possible que t'échoues ou quoi. Oui, c'est possible, mais tant que j'aurais pas donné le maximum de moi-même, j'arrêterai pas. Et ça, c'est avec cette philosophie-là que oui, en effet, j'ai mis beaucoup de choses entre parenthèses. On s'est aperçu en fait que la moto, enfin il pouvait pas faire deux trucs à côté. C'est en 2018, l'été 2018, on s'est aperçu que, il s'est aperçu surtout qu'il pouvait pas travailler à côté parce que tous les jours, il envoyait des demandes de dossiers de sponsoring tous les jours. Par exemple, J'envoyais, c'est simple, 250 mails par jour. Donc d'un dossier que j'avais fait, hein, que je pourrais te montrer à l'occasion, hein, qui était tout simple, d'une dizaine de pages. En fait, j'avais été dans un supermarché, et donc j'ai regardé toutes les marques qui existaient. Les marques, que ce soit des pans, des ci, des là, pareil, jeter le nom des marques. Et j'ai envoyé le dossier à toutes les marques. Il y a une seule marque qui m'a, entre guillemets, répondu, parce que je l'ai envoyé aussi en physique, positivement, on va dire, mais ça n'a pas donné suite. C'était une très grosse marque qui m'a dit qu'il y avait un très beau dossier, mais je veux dire, la plupart, ils investissaient, ils étaient sponsors de vélo, donc de cyclisme, foot, voile, volley, handball, vraiment de tout, de tout, de tout, de tout. des sports collectifs. Donc c'est vrai que quand t'envoies 250 mails par jour, et en plus les gens te donnent la rage et l'envie de continuer parce qu'il y en avait qui au culot me disaient mais de toute façon vous y arriverez pas donc arrêtez de chercher. Quand tu prends ça dans les dents pour parler familièrement, t'as encore plus envie d'y aller en fait, t'as encore plus envie d'y aller. Donc c'est vrai que oui, l'été 2018, on s'est aperçu de ça parce que disons que j'avais un peu créé une petite préparation à Antoine qui était si tu veux, on se levait le matin, donc on avait comme un planning en fait au final, hein, et donc sachant que c'est important la communication, etc. Moi je disais à Antoine, quand t'entends parler les pilotes, la moto depuis la nuit des temps, c'est réputé comme ouais mais ils ont rien dans le cerveau, ils font de la moto. Et j'ai dit à Antoine, écoute, ce qui est hyper important dans la vie actuelle aujourd'hui, c'est la communication. Donc si tu veux, voilà, je lui apprenais à parler, que ça soit en anglais, que ça soit en espagnol, que ça soit en français. Donc il apprenait l'élocution. Après, il apprenait aussi un peu les cours sur les réseaux sociaux. Bon, malheureusement, les algorithmes ont tellement évolué que c'était compliqué. Et donc, si tu veux, en plus de lui apprendre tout ça à lui, moi, je me formais en autodidacte à côté.
parce que tout ce que j'ai pratiqué dans ma vie, mes passions, etc., ça a été que de l'autodidacte. Donc, si tu veux, voilà, il y avait tout ça qui rentrait en jeu. Et quand tu t'occupes à ce niveau-là, c'est juste impossible. Moi, je bossais sur les plages le matin, cet été-là. Non, 2019, c'était ça. Ouais. Je bossais sur les plages le matin et l'après-midi. Donc, moi, je rentrais, il était midi. Donc, je faisais 4h midi. Et l'après-midi, je m'occupais d'Antoine. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et surtout, en fait, même si on était en France, pour mon âge, c'était le plus haut niveau français. Le Prémoto 3 FSBK, donc l'objectif Grand Prix, c'était le plus haut niveau pour les pilotes qui avaient entre 11 et 15 ans, comme ça. 11 et 18 ans. Ouais. C'était le plus haut niveau français. Si tu voulais aller dans la case, entre guillemets, Grand Prix par la suite, il fallait que tu passes obligatoirement par là, pour la France. Donc après, à l'heure d'aujourd'hui, ça a changé. Donc une fois de plus, on a bien compris vraiment cet engagement de la part de la part de ton frère Antoine dans l'accompagnement de ton objectif de carrière, à tel point qu'en 2017, il me semble, Mathieu, tu fondes une association qui s'appelle Antoine Bonnard Racing pour soutenir ton frère à la fois dans le financement de son projet de carrière, mais aussi dans la recherche de sponsors. Donc tu communiques sur les réseaux sociaux, tu fais appel aux dons, aux investisseurs. Et tu organises même une soirée de rencontre. Est-ce qu'à ce moment-là, on va dire dans l'année où tu crées cette association, vous avez des retours favorables? Alors, l'année où on a créé l'asso, donc on était avec nos parents. Les seuls retours favorables qu'on a eu, c'est très simple, hein, c'est comme il disait Antoine, les casques Shark qui nous ont sponsor donc au niveau matériel, et les gens qui sont venus à la soirée. Après, on n'a pas eu. Voilà. Et pour donner un ordre d'idée, nous, le but de ce podcast aussi, c'est d'être total transparent avec les personnes. Donc, ce qui est confidentiel, c'est différent, mais en aucun cas, c'est confidentiel. À l'époque, on parlait quand même de trouver 35 000 euros, et la soirée, on a eu 3 000 euros sur 120 personnes. Ouais. 120 personnes, on a eu 3 000 euros. Donc, si tu veux, voilà la réalité de la chose. Ouais. Et pourtant, Dieu sait que on a connu beaucoup de monde qui aurait pu nous aider. Hein. Même cette année-là, il y en avait énormément. Donc, voilà la réalité de la chose aussi. Voilà. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, donc tous ces efforts qui ont été menés autant par Antoine que par les personnes qui l'entourent, n'ont pas été faites pour rien, puisque en mars 2018, Antoine, tu disputes la première course de ta saison Prémoto 3, dont tu parlais tout à l'heure, au Mans, si je ne me trompe pas. Quelles ont été tes sensations lors de cette course et est-ce que le résultat final était celui que tu attendais vis-à-vis de ce que tu avais pu mettre en place jusqu'en 2018? À vrai dire, oui et non. Parce que 2018, tu t'es tué au sport. À vrai dire, oui et non, parce que déjà on avait une moto. En fait, cette année-là, je suis parti avec une personne qui a créé elle-même la moto, d'accord. Et la moto n'était pas développée à fond, on va dire. Donc en qualif, je me qualifie 3e sous la pluie, donc je m'attendais pas à ça. Après, je sais que sous la pluie j'étais bon, donc j'ai roulé de mon mieux en fait, parce que je roulais au feeling à cette époque. Je roulais toujours au feeling. Et donc je me qualifie 3e, donc je suis assez content, même surpris, parce que je savais que sous la pluie je roulais vite, mais je savais pas si je roulais vite avec la Prémoto 3 ou pas, parce que j'avais jamais roulé sous la pluie avec la Prémoto 3. Et à la course, je savais que forcément j'allais finir assez loin, parce que les autres ils avaient une année d'avance sur moi, ils avaient des motos plus que performantes, et moi j'avais quelques problèmes techniques sur la moto, on va dire. Ça c'est que le début, hein. J'avais quelques problèmes techniques, donc avec ces problèmes techniques, j'ai réussi à finir pas non plus loin, mais dans les chronos. Et donc j'étais assez content de moi, même si je savais que c'était la première course et que c'est la première course, la première fois avec la Prémoto 3, le temps d'apprendre la moto, de l'avoir en main, etc. Tu peux mettre un peu de temps. Et suite à ça, la deuxième course, c'est mieux passé, on va dire entre guillemets, parce que suite à ça, la deuxième course, je me qualifie dans les 10 premiers. Je connaissais pas le circuit. La moto, pareil, était pas performante à fond, puisque... Et puis, il faut souligner quand même que c'était... Aux qualifications... ta 7 ou 8e course de ta vie. Non. 9. De ma vie. Ouais, 9 ou 10, on compte pas les petites courses. Oui, c'était 9, c'est pas 9 ou 10, tu vois, donc il avait pas énormément fait de courses. Aux qualifications, j'ai le pot d'échappement, il a pris feu. Donc, si tu veux, j'ai pas pu faire les qualifications. Même avec le tour que j'ai fait, je me qualifie dans les 10, donc j'étais assez content. Et je pars, on fait la première course sous la pluie.
Donc je me sens très bien sous la pluie, je suis très à l'aise. Et au moment où je passe deuxième et où je vais attaquer le premier, j'ai la chaîne de la moto, en fait, elle casse littéralement. Elle casse parce que la roue n'était pas très bien serrée, la roue arrière n'était pas du tout serrée. Donc obligé d'abandonner, enfin il y a plein En de fait, problèmes mécaniques comme ça. pour que tu comprennes les choses un peu, Lucas, et les gens qui nous écoutent, les personnes qui nous écoutent, c'est que Antoine, quand il dit qu'il a rencontré quelqu'un qui a créé la moto, etc., c'est quelqu'un, bon, on dit pas de nom sur ce podcast en aucun cas, hein, mais par contre, voilà, pour expliquer la chose et que les gens puissent comprendre le contexte, c'est que c'est une personne assez âgée. C'était notre seule solution, parce que c'est quelqu'un qui, voilà, qui invente, qui vraiment est un génie de la mécanique, mais de son temps. Et si tu veux, c'est comme si aujourd'hui je te parle de gérer une communication on va dire, 2000, entre 2000 et 2005. En 2023, tu gères plus de la même manière. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment complètement atypique dans le sens où l'histoire elle est folle parce que voilà, le mec, c'est un inventeur en fait. Et donc, il a créé cette moto. Sauf que ce qui valait le coup dans les années peut-être 1960, 70, 80 ne vaut plus le coup en 2018. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vrai que ça a été complètement folklore parce que Antoine il a le pot d'échappement qui prend feu, il a la chaîne qui casse, il avait une batterie je sais plus quoi. Enfin, en fait ouais, ça nous a montré qu'il avait le potentiel si tu veux parce que c'était quand même son premier vrai championnat parce qu'avant il faut savoir là et puis pareil, on a oublié de souligner quelque chose, c'est que tous les gamins ils roulaient tous le week-end, la semaine, le ci, le là. Nous on a rien à cacher et à ce moment-là, on n'avait absolument pas les moyens pour qu'Antoine puisse rouler le week-end, il puisse rouler la semaine. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il arrivait le mercredi. Le jeudi, il reconnaissait le circuit. Le vendredi, roulage libre. Donc, il y avait 2 roulages, un matin, un après-midi. Samedi, qualif. Et dimanche matin, course. Dimanche après-midi, course. Voilà comment ça se passait. Oui, parce qu'ils arrivaient, ils avaient les motos les plus performantes avec des gros teams, tout ça. Moi, j'arrivais avec mon mécano, la personne qui avait créé la moto, et à l'époque, il n'y avait pas encore, mon père, il était pas sur les circuits. Il était parti parce que j'étais géré en fait par lui, par la personne. Et donc je traversais la France tout seul avec eux. Dans une caravane. C'est ça exactement. Et après j'ai appris en maturité. Ça m'a fait voir pas mal de choses. J'ai eu des bons moments, des moments inoubliables même. Mais à l'époque, il n'y avait pas mon père. Il travaillait avant qu'il revienne sur les circuits. Avant que je lui demande, papa, peux-tu revenir avec moi sur les circuits? Et du coup, j'étais avec ces 2 personnes et c'était un peu la foire aux lions, on va dire. Mais après, les personnes ont pu voir, entre guillemets, que j'avais, j'aime pas dire ce mot, mais le potentiel. De faire quelque chose si jamais il avait une bonne moto. Voilà. Et d'ailleurs, cette hypothèse, en tout cas, dans la tête d'autres personnes, va se confirmer, puisque, en tout cas, va se confirmer, on va dire, en partie sur cette même année, puisque sur le circuit de Carole, tu signes la 3e place, donc ton premier podium cette saison. En revanche, petite peut-être déception, tu es déclassé, je crois, par faute de puissance de ta moto. Non, pas faute. Oui, non, on va pas dire faute. C'est juste, elle avait, en fait, entre guillemets, en chemin de France à l'époque, on avait une limite de chevaux, c'était 38 ou 39 chevaux. Et moi, la mienne, 38. elle faisait 39,5 chevaux, tu vois. Et pour un demi-cheval. pour un demi-cheval, en fait, 38,5. c'est ça, en fait, les 2 courses. Pour un demi-cheval, j'ai été déclassé, entre guillemets. Et bon, on va pas dire, mais voilà, c'était un peu, j'aime pas en parler. Pour la fin de saison 2018, donc qui se termine à Albi, tu prends la 5e place aux qualifications et sur les 2 courses de la journée, donc tu te positionneras en 5e et 6e place. Si on revient de manière générale sur cette première saison en Prémoto 3, qu'est-ce que tu retiens? Comment tu trouves ta progression à ce moment-là? Beaucoup d'apprentissage, énormément, que de l'apprentissage. Avec tous les problèmes mécaniques que j'ai eu beaucoup d'apprentissage quand même. Puisque j'ai rencontré des pilotes de haut niveau qui m'ont beaucoup appris le pilotage entre guillemets de la Prémoto 3. Donc oui, dans beaucoup d'apprentissage. Juste avant de passer au second chapitre, on va dire, de ton début de carrière en moto, et donc la seconde saison que tu vas disputer en Prémoto 3, on a un premier format
qui a pour but d'avoir ton opinion, ta vision sur une petite série de questions. Alors, je vais te poser les questions à la suite et le but, c'est que tu y répondes le plus simplement possible avec ton opinion. Donc, si tu devais garder une seule qualité en tant que, on va dire, en tant qu'Antoine Bonnard pilote, laquelle garderais-tu? Ma rigueur, mon envie. L'aventure la plus marquante de ta carrière jusqu'à aujourd'hui. La plus marquante. En bien ou en mal? Pourquoi pas les deux? En mal, quand j'ai perdu les freins, quand je me suis retrouvé sans frein à l'Ednon en 2018, et en bien, quand j'ai fait mon premier podium en 2019 au Mans. On en a peut-être parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais quel est le stéréotype dans le monde de la moto avec lequel tu n'es absolument pas d'accord? Que les pilotes de moto, c'est que ils pensent qu'à rouler et à faire nen 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 nen, on va dire entre guillemets. Moi, je suis plutôt d'accord avec ça. À l'heure d'aujourd'hui, Moi, je suis plutôt d'accord avec ça. alors que c'est faux, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, les pilotes en Grand Prix, ils, ils savent parler et ils ont pas mal de choses derrière aussi. Maintenant, quel sportif hors moto tu admires le plus? La F1, je dirais Lewis Hamilton. Maintenant, question peut-être un peu particulière, si tu pouvais échanger avec une personne, la personne de ton choix, qu'elle soit morte, vivante, réelle ou même fictive, quelle serait-elle et quelles questions tu lui poserais? Réelle ou même fictive, quelles questions tu lui poserais, oui. Marc Marquez. Et quelles questions tu lui poserais? Plus, je lui poserai des questions au niveau du pilotage, ouais, pour apprendre plus. Quel est ton film préféré? Fast and Furious. Et après, mon film préféré animé, on va dire Cars, ouais. Flash McQueen. Et quelle est ta plus grande peur aujourd'hui? Ma plus grande peur à l'heure d'aujourd'hui, c'est de pas pouvoir faire mon sport. Et dernière petite question, où est-ce que tu te rends lorsque tu as besoin de te ressourcer? Est-ce que tu as un endroit, quelque chose, pas forcément un endroit, mais un endroit ou même une routine qui permet de te ressourcer? Ton chat. J'en ai deux, ouais. J'ai mon chat, ma fifi, Pupus. ma pupuce, et après, ouais, rouler sur une moto. Quand tu roules sur la moto, t'oublies tout, quoi. T'oublies tous les problèmes. On reprend là où nous nous sommes arrêtés, donc à la fin de la saison, de ta première saison en Pré-Moto 3, où tu nous as partagé ton ressenti après cette saison qui était, on va dire, folklore, compliquée, en raison de la moto, en tout cas, avec laquelle tu courais, qui avait été fabriquée par une personne de ton équipe, qui n'était forcément pas au même niveau que comme tu le disais, que les motos des personnes qui couraient avec toi. Donc si on passe sur cette seconde saison en 2019, donc on peut le dire, après cette première saison de 2018 qui était plutôt encourageante, comment tu abordes cette nouvelle saison? Qu'est-ce qui te donne, pas l'envie, mais qu'est-ce qui te donne, l'énergie et le besoin d'aller faire une seconde saison? C'est simple sur la saison. Dis-toi que sur les 3 championnats, il a fait 44 courses, 10 podiums, 16 courses dans les 5 premiers, et il y a eu 20 courses non finies, donc à peine 4 chutes. Donc 16 courses non finies pour problème mécanique. Ça Et te je me laisse, disais, ça te laisse une idée et je me de... disais que ça allait bien se passer aussi parce que j'avais eu le retour de mon père. C'est là, à ce moment-là où j'ai dit à mon père, est-ce que tu peux revenir avec moi sur le circuit? On a trouvé une nouvelle personne qui était un mécano. Franchement, là, il faisait du bon boulot de fou. On louait la moto et la moto, elle était performante. Mais encore une fois, c'est toujours pareil. C'était pas un mécano professionnel, hein. Faut le préciser aussi, hein. C'était un mécano qui avait plus de 60 ans, qui était pas professionnel. C'est pareil. Et surtout, la moto, au départ, la moto était ultra performante. La moto, dans les deux premières courses, elle était ultra performante. Pour suivre sur cette, même thématique du début de saison, en tout cas de comment tu abordes cette nouvelle saison, est-ce qu'il y a des changements majeurs, soit en bien encore une fois ou en mal, auxquels tu dois faire face pour commencer cette nouvelle saison? Est-ce que, par exemple, tu as, un coach, des nouveaux sponsors? Tu disais tout à l'heure que tu demandais à ton papa de revenir sur les cours justement? En bien, bah, j'avais toujours les mêmes sponsors, même si on a eu un sponsor en plus qui était Exxon, on va dire, au niveau des combinaisons. Et en mal, ouais, les problèmes mécaniques que j'ai eu, tous les problèmes mécaniques, on va dire. Puisque même
Dis-toi, genre, j'ai chuté rarement. J'ai chuté une fois à Nogaro pendant les essais et une fois à l'Édnon, c'est tout. Première course de cette saison 2019, toujours au Mans. Tu te qualifies en prenant la troisième place sur la grille de départ et sur les 2 courses de la journée suivante, tu te places à la deuxième et troisième place. Et sur les réseaux, donc via les posts de ton frère qui sont publiés sur ta page pilote, tu dis: «Je suis super content de mes 2 premiers podiums en Primoto 3 et je reste concentré pour la suite». On parlait tout à l'heure de détermination, d'ambition et de discipline. Avec ce discours-là, j'aurais tendance à dire que ça montre déjà une certaine maturité, de ta part. Et comment tu aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais à ce moment-là, comment tu t'entraînes pour rester, à la fois à ce niveau, mental de force mentale, et aussi comment tu t'entraînes pour rester, à ton niveau, pratique? Bah, déjà, faut savoir, un championnat, c'est long. Un championnat, c'est très long. Donc, c'est pas parce que tu fais 2 ou 3 podiums que tu dis le championnat, il est gagné. Tous les points, dans le championnat, tous les points sont bons à prendre. Donc, même si tu fais 2 podiums, il faut toujours rester focus dans la prochaine course. Toujours, toujours. Et c'est là où, en fait, je m'en suis aperçu que la première course, les 3 premières courses, tu peux être sur le podium, et les 4 suivantes, tu peux avoir que des problèmes moteurs ou mécaniques. Parce que malheureusement, c'est les aléas du sport mécanique. Mais toujours rester focus, oui. Toujours rester. Et donc, à ce moment-là, toujours comment tu t'entraînes? Qu'est-ce que tu mets en place pour rester à un niveau au niveau auquel tu es et pour t'améliorer? Bah, les entraînements physiques, déjà. À l'époque, c'était moins qu'à l'heure d'aujourd'hui, mais il y avait quand même d'entraînement physique. Euh, Ce que Mathieu m'a beaucoup appris aussi, et les entraînements en moto aussi. Même si on n'a pas eu beaucoup. Qu'on a parlé de cette première course au Mans, et donc par la suite, tu disais que tu aurais certainement des ennuis mécaniques donc à Nogaro. Tu prends une deuxième place et troisième place et tu dis avoir passé un super week-end, avoir beaucoup appris, et surtout tu te positionnes en première classe du classement général. Hem, Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment fonctionne, aujourd'hui, le classement général, le système du classement général sur des courses, à moto? Alors c'est très simple. Le premier prend 25 points, le deuxième c'est 20 points, et le troisième c'est 15 points. Le classement en fait c'est par points. À l'issue de cette course donc à Nogaro, comme je l'ai dit, tu prends la tête du classement général. Donc ça, c'est la deuxième course de la saison? C'est le deuxième week-end de la saison. Deuxième week-end, très bien. Et donc à ce moment-là, j'imagine que tu dois extrêmement prendre plaisir à la fois sur ta moto lorsque j'imagine que tu as des sensations qui sont plutôt positives? Oui. Oui, puisque j'apprenais, on va dire, je m'améliorais de plus en plus au niveau du pilotage pour la Premoto 3. Et j'apprenais extrêmement. Tous les conseils qu'on me donnait, ben, je les utilisais. Enfin, les bons conseils, on va dire, de vrais pilotes, pas les gens du paddock, les vrais pilotes qui parlaient entre guillemets. Ben, tous les conseils, ben, je les prenais à la clé, on va dire. Et la moto était ultra performante. La moto, elle marchait de fou. Elle marchait très bien, la moto. Aucun problème. Elle répondait à mes attentes. Je pouvais la placer où je voulais. Non, aucun problème. Aujourd'hui, de manière générale, on va dire durant ta carrière, durant ton début de carrière, à quoi ressemble une journée dans ta vie? Par quoi tu commences? Quel est le nombre d'entraînements que tu as dans ta journée? Est-ce que ce sont plus des entraînements physiques, pratiques avec la moto? Est-ce que tu vas rouler plusieurs fois? Bah, là, je travaille en ce moment. Là, je travaille. Mais sinon, de temps en temps, le soir, j'essaye d'aller à un entraînement physique dans une salle. Et après, maintenant, je me suis acheté une 600 d'entraînement. Et avec mon motoclub, le motoclub de Nice, ils ont fait un circuit il y a des années, un circuit de karting entre guillemets. Et maintenant, j'y vais pour m'entraîner aussi, pour m'amuser. Je vais rouler sur une petite moto là-bas. Et donc à l'époque, où tu courais, oui, en pré-moto 3 pour la seconde saison, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment se passaient tes journées? Tes journées, on va dire, hors week-end? C'était simple. Le matin, je me levais très tôt. J'allais à la salle. Mon père me déposait à la salle de sport. Et après, j'allais en cours. Après, je prenais le bus et j'allais en cours. Et puis voilà.
Très Et je bien. rentrais le soir chez moi et je faisais mes devoirs et puis voilà. Une vie d'étudiante. Ouais, tu étais encore en cours à ce moment-là, d'accord. Comme on en a parlé tout à l'heure, les courses suivantes, tu es victime d'ennuis mécaniques pour la majorité. Ça fait partie des événements de course, mais j'imagine que vous êtes tous les deux déçus dans ce genre de moment où rien n'est tellement favorable en tout cas. Les premiers problèmes mécaniques que j'ai eu au circuit de Léman, je me suis dit, c'est normal, ça fait partie du sport mécanique. Parce que Lucas, il faut comprendre une chose, c'est que l'embrayage de la moto il lâche, le soir mon père il va pour en acheter un autre, c'est l'embrayage du camion qui lâche quoi. Et donc c'est là aussi où j'imagine que ça c'est on va dire une charge mentale supplémentaire pour vous parce que pour d'autres pilotes qui sont, on va dire, davantage soit accompagnés ou issus du milieu, qui ont plus de facilité à accéder à certaines personnes, ils n'ont pas tous ces éléments-là à prendre en compte. Bah, ceux qui sont accompagnés, ils font partie d'écurie. Et quand tu fais partie d'une écurie, un embrayage d'une moto qui lâche, il le change en un instant en fait. Ils se prennent pas la tête avec ça. Donc si tu veux, voilà, c'est plus dans ce sens-là. C'est plus dans ce sens-là. C'est plus, Mais c'était compliqué mentalement parce qu'on se disait à chaque fois, ça va être quoi la prochaine chose, quoi. Tu vois ce que je veux dire quand t'as tout le temps un problème sur ci, un problème sur là. Je veux dire un embrayage shooter pour la moto qui était neuf, qui a lâché, c'est quelque chose improbable ça, en c'était... fait. Après, là où j'ai commencé à vraiment me poser des questions en mode vraiment, j'ai pas de chance, c'est à Manicourt quand Mais Baguera. je me qualifie sixième sur la pire qualification que j'ai fait, on va dire, de toute l'année. Pour moi, c'était la pire. Et en fait, si tu veux, j'ai un fil, le fil du démarreur, il coupe net, il se coupe en deux net, comme si on l'avait à moitié coupé. Et sur l'après-grille, il se coupe net et pas, j'ai même pas pu redémarrer la moto. Donc là, je suis obligé d'abandonner pour la deuxième course, quoi. Et là, je me suis dit, là, il y a vraiment un problème. Effectivement, je comprends mieux le surnom de Bagheera maintenant, Mathieu. Est-ce que ça reflète encore une fois peut-être, alors là on n'accuse personne, hein, mais est-ce que ça reflète encore une fois le milieu, on va dire, néfaste de la moto, là où il y a vraiment cette concurrence, acharnée entre chaque pilote et quand on voit que forcément, bah, Antoine, n'est pas, on va dire, n'est pas issu d'une famille de motards et qu'il arrive à tirer son épingle du jeu, à maintes reprises, est-ce que ça peut déclencher aussi des comportements qui sont pas tellement adaptés à la compétition? Ben, le truc en fait, c'est que on va même pas mettre l'accent sur le côté de la moto parce que c'est sûr que bien sûr que dans la moto il y a ça, mais après il y avait aussi, je veux dire voilà, il y avait pas mal de pilotes aussi qui avaient des problèmes, il y avait des choses comme ça, donc ça on va pas en parler, mais par contre ce qui est sûr c'est que même en dehors de la moto, tu sais ce qu'on dit, hein, les médisances des gens, etc. Des fois, ça a des impacts sur le côté positif ou négatif d'une personne. Et c'est-à-dire que Antoine, il faut pas oublier qu'à cette époque-là, c'est un outsider, il connaît personne dans la moto, ils savent pas trop d'où il sort, même en dehors de la moto, il est pas connu comme le loup blanc non Non. plus. Donc si tu veux, les gens, bah, il y a toujours une forme de jalousie quelque part quand tu t'en donnes les moyens et que tu commences à faire quelque chose, t'as une forme de jalousie quelque part. Oui, Et quand même. est-ce que ça y a joué? Moi personnellement, j'ai mon avis là-dessus et je dirais que oui. Oui, parce que tout ce qui s'est passé par la suite, ça a été dans le même style, même pire, donc mais ça on viendra après. Bah, comme je te disais tout à l'heure, en gros, si tu veux, le week-end, les week-ends de course, j'étais classé premier au championnat, donc j'étais le premier au championnat du Prémoto 3 France. Mais après, quand je retournais dans ma ville à Grasse et que je retournais au lycée, j'étais le petit étudiant Antoine Bonnard avec ses amis, et puis voilà, quoi. À la suite de tous ces incidents mécaniques et techniques, on va dire, donc la saison se clôture, à Albi, et Antoine se classe 5e et 3e sur les 2 courses de week-end. Quelle conclusion, on va dire, cette fois-ci, je vais vous parler à vous 2 sur ces 2 saisons en Prémoto 3. Quelle conclusion vous tirez, de ces 2 saisons qui s'écoulent? On va dire que il y a eu des hauts et des bas, beaucoup d'apprentissage. Moi pour ma part, je dirais que c'est ça qui a lancé la suite en fait. C'est vraiment ces deux saisons-là, de voir à chaque fois des pilotes issus de familles de moto, d'avoir, je veux dire, Antoine, il avait une moto, elle était pas du tout compétitive. Et en aucun cas, on se permet de dire ça dans le sens où, je veux dire, quand on entend souvent
les gens parlaient, généralement c'est souvent ouais mais il y a un problème à la voiture, il y a un problème à la moto. C'est pas ça qu'on est en train de dire, hein. En aucun cas on dit ça, mais quand on voit des gamins arriver qui ont 2 ou 3 motos détachées dans le camion et nous on arrive, il y a une pseudo moto on va dire, donc c'est compliqué. Donc c'est ça en fait qui a lancé la suite, parce que après ces 2 saisons on s'est posé et c'est là où j'ai dit à Antoine écoute, bon il y a tout le monde qui vient me voir, qui me dit que t'es ci, que t'es là, machin, t'es doué, machin. Chez nous on peut pas le savoir en fait, on n'en sait rien, et donc c'est de là que la suite est partie, où j'ai eu l'idée un peu folle, parce que ça se fait jamais de la vie on fait ça, mais d'appeler une écurie du championnat du monde junior et championnat du monde, dont je tairai le nom aussi, et de les appeler et de leur dire écoutez, moi j'ai besoin que vous me dites en fait si mon frère il a quelque chose ou non, parce que je suis, pour parler familièrement, une chèvre à ce niveau-là. Moi je peux gérer des contrats etc, mais alors niveau moto et pilotage j'en sais strictement rien. Et donc c'est suite à 3 heures de négociation avec eux qu'ils ont accepté de le tester. Donc ça après voilà c'est l'autre partie du coup qui entame. Mais voilà la conclusion, voilà, après ces 2 saisons ça a été ça. Ça a été ça, et moi ça m'a donné envie de m'impliquer encore plus. Parce que je voyais que mon frère il était déçu, je voyais qu'à chaque fois il partait, il avait une bonne place sur la grille, et puis boum, problème mécanique, problème mécanique, problème mécanique. Et au bout d'un moment je veux dire, moi c'est mon frère, quand je vois ça, ça me saoule. Voilà, ça me saoule, et alors je suis quelqu'un, voilà, dans notre famille on va pas s'en prendre aux personnes directement. Il y a énormément de parents dans le milieu mécanique, dans le sport mécanique, que ça soit voiture ou moto, qui vont aller voir l'écurie, etc. Nous déjà on n'avait pas d'écurie. Mais j'étais saoulé, donc c'est ça aussi qui m'a donné l'envie d'aller chercher plus loin encore. Mathieu, à l'issue de cette saison, tu as contacté, tu as l'idée folle, comme pour reprendre tes mots, de contacter une écurie pour qu'elle accepte de faire passer des tests à Antoine. Bien sûr. Donc ça, c'était dans le but, tu disais, de pouvoir passer les championnats du monde. En fait, quand je dis idée folle, c'est dans le sens où il faut savoir qu'à l'époque du championnat de France, je cherchais je parle en fourchette, très large, entre 20 et 35 000 euros, pour que tu comprennes bien, hein. Championnat du monde junior, je parle en fourchette très large, on parle entre 140, 150 et 450 000 euros. Donc, si tu veux, moi à ce moment-là, je me pose et je me dis, attends, t'as pas trouvé 35 000 euros et tu penses pouvoir peut-être trouver du coup plus, tu vois. Donc, ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, oui, je contacte cette écurie dans le but déjà de le tester. Je n'avais aucune prétention, mais Antoine voulait faire du Grand Prix à tout prix. Antoine, quand je lui parlais, je disais, Antoine, tu sais, tu peux faire de l'endurance, tu peux faire... Et il me dit, non, moi, c'est la case GP. Et quand t'as ton frère qui te dit ça tous les jours, limite, tu sais que tu sens quelque part, voilà, il est passionné par ça. Quand on dit, il mange, il vit moto, et il dort moto, il y en a que j'ai entendu dire, oui, il est passionné, etc., pas en parlant de mon frère, hein. Mais quand tu vois l'envers du décor, tu comprends que c'est une passion comme toi et moi, on peut avoir une petite passion à côté, tu vois. Lui, il faut savoir que sa première moto, et j'ai les photos à l'appui, il a dormi dessus, tellement il est passionné de moto. Donc, si tu veux, quand t'as ton frère qui dit ça, bah, tu te dis, écoute, si la filière GP, c'est ce qui te va, pour atteindre la filière GP, peut-être un jour, il faut passer par le championnat du monde junior. Et pour ça, il faut se faire repérer par des écuries en Espagne. Le fait est que à l'époque, il y avait la Red Bull Rookies Cup qui venait d'être passée. La Red Bull Rookies Cup, c'est Red Bull en fait qui organise quelque chose et qui voit donc sur la façon de parler, sur la communication, sur le pilotage, etc., qui choisissent des pilotes et qui ont une saison après pour se disputer et donc remporter et se faire repérer. La saison déjà, elle est payante. Donc même s'il avait été sélectionné, ça aurait été compliqué. Et puis en plus, il venait d'avoir l'âge passé pour intégrer la Red Bull. Donc ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, je me dis, écoute Antoine, on va te faire un test. Moi vivant, je vais tout faire pour te faire un test, pour trouver une bécane. Et à ce moment-là, on pourra savoir si vraiment, moi je l'ai pris en off, hein, j'ai pris mes parents, je leur ai dit ça, on en a parlé nous sans Antoine. J'ai dit le problème c'est qu'il faut qu'on sache si vraiment il peut avoir quelque chose ou non. Et donc c'est de là que le chapitre de l'Espagne s'ouvre en fait, tout simplement. Très bien. Et donc entre, si je ne dis pas de bêtises, entre justement cette fin de saison, Prémoto 3 et cet épisode, cet énième épisode, on va dire, qui se passe en Espagne, il y a le Covid qui intervient entre deux. Alors le test non. Le test non, parce que le test il se fait fin novembre à Valence, à Valencia. Donc non, à ce moment-là, il n'y avait pas le Covid. Mais par contre après oui, du coup quand ouais, derrière c'est le Covid qui est tombé, et au début j'ai eu peur. Au début j'ai eu très peur pour le mental d'Antoine, mais
Il m'a montré une première fois, et quand je dis une première fois, vous comprendrez, et toi aussi Lucas, pourquoi je dis une première fois, mais il m'a montré à quel point il était déterminé, parce que ça n'a rien changé chez lui. Après ce test qui se passe à Valence en fin 2019, donc il y a une petite frayeur qui se montre par l'apparition de la crise sanitaire. Est-ce que ça change quelque chose, donc non pas au niveau d'Antoine qui a gardé son état d'esprit et sa détermination et son ambition, mais est-ce que ça change quelque chose au niveau des compétitions, des championnats? Est-ce que les championnats poursuivent ou est-ce que tout est stoppé? Totalement, et puis ça change surtout au niveau sponsor en fait. Ça change surtout au niveau sponsor, c'est-à-dire qu'à l'époque, j'avais potentiellement un sponsor qui était disponible, qui était dans l'hôtellerie, et donc tu te doutes que quand le Covid est tombé, ça a tout chuté. Ça a tout chuté. Après, Antoine, il va t'expliquer au En niveau moto ce plus, que ça a changé, mais en plus, au niveau des championnats, les championnats, ils ont été retardés. Même des fois, il y en a qui ont été annulés. Donc oui, ça a fait pas mal de causes. Oui. Ça a créé pas mal de dégâts. Le 24 février 2021, Mathieu, tu lances un appel, je pense qu'on peut appeler ça comme un appel à l'aide, sur les réseaux sociaux, dans lequel tu indiques du coup qu'une écurie est prête à signer Antoine. Donc je suppose que c'était l'écurie qui a permis à Antoine de passer des tests à Valence. non, c'est pas l'écurie même qui a permis à Antoine, hein, c'est une autre écurie à qui ils ont recommandé Antoine en fait. D'accord, très bien. Mais donc de fil en aiguille, de par en fait l'initiation que tu as faite auprès de cette écurie, vous réussissez à trouver une écurie qui souhaite accompagner Antoine dans un championnat. Et donc, ton message précise que vous êtes à la recherche pardon, d'investisseurs et de sponsors pour soutenir Antoine dans cette nouvelle aventure. Est-ce que dans un premier temps, on peut en savoir davantage sur peut-être, alors pas le nom de l'écurie, mais qu'est-ce que ça représentait en tout cas pour l'avenir d'Antoine et sur quel championnat il aurait pu courir? Ce que ça représentait pour Antoine, c'est comme si tu dis à un fan de karting et un gamin qui fait du kart en championnat régional, par exemple, et que tu lui dis, écoute, tu vas faire un test, là, il y a une écurie qui veut te prendre qui s'appelle la Scuderia Ferrari Academy. Voilà, ça représente tout simplement ça. Ça représente quelque chose qui est énorme, en fait. Ça représente quelque chose qui est énorme. On parle du niveau championnat du monde junior. On parle Antoine, on parle d'un gamin qui avait même pas un mécanicien officiel, en fait, hein, donc il se retrouve dans un endroit où il y a une écurie complète qui est prête à le prendre, avec des ingénieurs, avec des télémétriciens. Euh, je veux dire, la première fois qu'il a fait le test à Valence, quand il a chuté, parce que c'est arrivé, hein, quand il est rentré et qu'il a voulu aider les mécanos à nettoyer, les mecs ils m'ont regardé, ils m'ont dit mais il fait quoi? Je dis ben il veut vous aider parce que voilà c'est sa passion, etc. Et eux ils ont pas l'habitude de ça. Eux ils avaient l'habitude des gamins qui sont pour parler très vulgairement blindés d'argent et qui s'en foutent en fait, qui s'en foutent. Donc ça représente ça en fait, ça représente tout simplement le Graal pour lui à ce moment-là, tout à fait. Ouais, donc vraiment, c'est la possibilité entre guillemets «de changer de dimension», c'est-à-dire de passer de donc pas de dimension au niveau de sa passion et de son implication auprès de la moto, mais vraiment de changer de dimension en termes d'accompagnement et en termes de possibilités, en fait. Et puis c'est changer de dimension aussi en termes de vie personnelle, parce que sur la Côte d'Azur, il y avait des faits et des choses qui se passaient dans nos vies perso qui faisaient qu'on n'en pouvait plus tous les deux, en fait. Donc on voulait partir. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit, ok, viens, on part là-bas tous les deux, en fait. Il faut qu'on trouve un moyen de partir là-bas tous les deux. Est-ce que, grâce à cet appel à l'aide, vous parvenez à trouver des financeurs, des investisseurs et des sponsors? Non. Le sponsor qui nous a permis, le début de sponsor qui nous a permis de partir en Espagne, c'était en octobre ou en novembre que je l'ai trouvé. Donc pour te dire, l'année a été très très longue. Dans les derniers posts que tu as adressés à la communauté d'Antoine, tu expliques toutes les complications auxquelles vous avez dû faire face ces dernières années, et notamment la valse, je me suis permise de l'appeler comme ça, mais la valse des sponsors qui donne des faux espoirs à Antoine et à toi. C'est pas mal du tout comme surnom la valse des sponsors parce que ça fait très, très poétique, très doux, mais, et c'est bien trouvé parce qu'au final c'est doux, mais une valse en même temps c'est assez agressif de temps en temps au niveau des mouvements, et c'est exactement ce qui est passé, c'était doux parce que nous, on trouvait le sponsor, on était super contents, et puis derrière la claque elle prenait, mais c'était monumental la claque qu'on prenait. Mais c'est ce qui nous a endurci aussi aujourd'hui, donc,
Donc comment ça a commencé ça ça a commencé en octobre ou novembre 2021. Euh, on part en Espagne. Donc il faut savoir qu'on part pas que tous les deux. Au final, je sais pas si t'as vu, parce que peut-être t'as vu sûrement le dernier écrit que j'avais mis, t'allais y venir après. Mais on est parti avec un coach sportif, un de mes meilleurs amis à l'époque, qui ça se passait super bien, qui est passionné par le sport, etc. Donc on part, on trouve donc notre sponsor assez tard. On a notre écurie. Il faut savoir que, je veux dire, quand on est parti, Antoine, il a pleuré de joie. Parce que pour lui, c'était une nouvelle vie qui s'offrait à nous. Il allait faire son sport, il allait vraiment, en plus, c'est emporté pour la pré-saison, ce qu'on appelle. Donc c'était avant la saison, en fait. Donc il allait s'entraîner avec des pilotes de mondial. Enfin, vraiment, il faut comprendre que, encore une fois, c'est comme si tu dis à un gamin de karting, tu vas t'entraîner avec Arthur Leclerc ou avec des pilotes de F2, de F3, de F1. Enfin, voilà, c'est quelque chose où vraiment ça part loin quand même. Donc du coup, l'Espagne, ça commence comme ça. On arrive là-bas, on est trois. Ça se passe nickel. Antoine, au début, il apprend énormément de choses. Lui, il reste focus sur la moto. Moi, en l'occurrence, derrière l'envers du décor, c'était un peu plus trash. Et donc, quelles sont les raisons pour lesquelles vous partez en Espagne justement à Troyes avec, tu l'as mentionné, un de tes amis qui est coach sportif, donc en 2022. Pourquoi vous partez en Espagne? Est-ce que c'est justement pour rejoindre cette écurie dont on parlait juste avant, ou c'est vraiment pour une autre raison? C'est pour rejoindre l'écurie qui lui ont fait faire le test. En fait, ils ont recommandé Antoine à une écurie. Et ils ont dit, nous, on le récupérera l'année d'après. Le problème, c'est qu'avec le Covid entre-temps, eux, ils ont arrêté. Donc, c'est pour rejoindre, en fait, une écurie, tout à fait. C'est pour rejoindre une écurie, pour qu'Antoine il vive de sa passion. Et que, en même temps, voilà, on puisse aussi respirer, parce que il se passait beaucoup de choses dans nos vies personnelles qui faisaient qu'on avait besoin de respirer. Bien, donc du coup, en Espagne, une fois que vous êtes arrivé, Antoine s'entraîne avec des pilotes de Moto 3 et 2, ce qui lui permet de s'améliorer encore davantage. Heu, avec qui il s'entraîne à ce moment-là? Où ça? Et qu'est-ce que, d'après toi, Antoine, quelles sont les choses qui t'ont permis de progresser grâce, à ces entraînements-là? Leur méthode d'apprentissage est tout à fait différente que celle qu'on a en France. Et est-ce que tu peux nous dire, développer un petit peu plus? Qu'est-ce qui est différent quels sont vraiment les points vraiment marquants et différents on va dire, de l'entraînement à la française versus l'entraînement en Espagne? Déjà, tu roules tous les jours. Le matin ou le soir, tu roules tous les jours. Ils n'ont pas la même agressivité sur la moto. C'est eux, en gros, entre guillemets, moi je suis arrivé, j'ai piloté entre guillemets à la française, c'est-à-dire très souple, très propre sur les trajectoires et le pilotage. Eux, c'est différent. Eux, c'est propre, mais très agressif. C'est-à-dire que s'ils veulent te passer et s'ils veulent te mettre un coup de coude, ils te le mettent. Et c'est très très dur. Entre guillemets, tu vas chuter, il va te dire relève-toi, repars. Tu rechutes, tu vas dire c'est pas grave, tu te relèves, tu repars. Ainsi de suite. Et à chaque fois. Et tant que t'as pas réussi, bah tu chutes, c'est pas grave pour eux. Ils s'en foutent, tu repars. Et c'est très très agressif. Bien, donc ça te forge en quelque sorte une autre dimension de ton caractère que tu n'avais sans doute pas encore vue jusqu'à ce moment-là. Donc tu participes à ces entraînements, via l'écurie qui t'a sollicité. Et à un moment, Mathieu, tu nous racontes que tu te rends compte que pour cette année, ce sera pas gagné. Quel est l'élément déclencheur qui te permet de dire ça à ce moment? Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme l'a dit Antoine, voilà, lui, au niveau de la moto, ça se passait super bien. Il avait des super résultats, il progressait, c'était top. Et sauf que oui, en fait, le truc, c'est que moi, j'avais l'autre partie, en fait. Et effectivement, c'est pas qu'on on n'a pas, c'est pas qu'on n'a pas réussi à trouver ou quoi, parce qu'on avait trouvé, puisque sinon on ne serait jamais parti en Espagne, hein, clairement. Sauf qu'au final, bah, il y a eu des problèmes, des complications du côté du sponsor, de son côté à lui. Donc, du coup, bah, ça a dû s'arrêter très très tôt au final. On s'est retrouvé sans rien en Espagne, donc j'ai dû dire à mon frère que, bah voilà, il fallait tout arrêter. Donc j'ai mis du temps avant de lui dire, parce que bah il fallait qu'il comprenne qu'il allait plus pouvoir rouler, etc. Donc c'est une période où ça a été très compliqué. J'ai appelé nos parents en France. Voilà, je leur ai expliqué la situation. Au début, bon bah ça a été un peu
tendu, on va dire, hein, parce que bon, ben voilà, tout a été sacrifié. On est parti en Espagne, on a un appartement. Il faut savoir que la loi espagnole, c'est un peu, tu fais comme tu veux au niveau des appartements, donc c'est un peu galère. Donc c'est vrai que ce qui m'a fait comprendre ça, c'est tout simplement que le sponsor a eu des complications de son côté. D'accord, et donc tu disais, avoir mis du temps à l'annoncer à Antoine, et d'ailleurs comment tu lui annonces? Et Antoine, quelle est ta réaction à ce moment-là? J'imagine que c'est une déception de plus et qui en plus n'est pas liée à tes performances, mais encore une fois à des personnes qui t'accompagnent, enfin pas qui t'accompagnent, mais en tout cas à des sponsors. Bah, comment je lui annonce ça a été un moment très compliqué parce que d'abord je l'annonce à notre ami qui était avec nous. Donc je lui annonce à lui et il me regarde et il me dit comment tu vas l'annoncer à ton frère. Et là je lui dis écoute, pour l'instant je lui dis rien. Je lui dis rien parce que il faut comprendre que à ce moment-là c'est comme si tu dis à quelqu'un voilà t'as gagné au loto, tu lui donnes le ticket, tu vois, il a super gagné, il passe une semaine à y croire et puis en fait au bout d'une semaine tu dis non c'était une blague. Donc imagine l'état psychologique de la personne à ce moment-là. Donc je savais pas comment lui annoncer, donc à un moment donné je me suis dit écoute faut se lancer quoi, donc j'ai dit écoute viens Antoine il faut qu'on parle machin etc. Et puis je lui ai dit, que le sponsor ça allait pas être possible de continuer donc il s'est effondré. Donc si tu veux ça m'a un peu fendu le cœur et en même temps énervé parce que bah tu te retrouves un peu impuissant, tu vois ton frère qui fond en larmes, toi t'as tout sacrifié. Tous les moments que j'avais sacrifiés, bah, c'était fini, tu vois, dans le sens où quand on était en Espagne, ça se passait super bien. J'avais plus la pression de me dire, putain, mais, enfin, pardon du langage, hein, mais j'avais plus la pression de me dire, qu'est-ce qu'il va faire si jamais on n'arrive pas à faire ça. J'avais plus la pression de tout ça, tu vois, que si j'arrive pas à trouver, qu'est-ce qu'il va faire pour qu'il passe, nanana. Parce que les gens parlaient déjà sur nous, mais je m'en foutais puisqu'on avait trouvé. Sauf que ben, d'un coup, tu réalises qu'en fait, tout revient. Tout revient et les nuits blanches, c'est reparti, et ci, et là. Donc voilà comment je lui annonce. Hein. Je lui annonce en prenant, comme on dit familièrement, le taureau par les cornes. Quoi. Et donc Antoine, comme je le disais juste avant, toi, quelle est ta réaction à ce moment-là? D'autant plus que je le mentionne une fois encore, mais heu, cette déception-là, elle n'est pas liée à tes performances, mais bel et bien, aux investissements et aux sponsors qui ne sont pas au rendez-vous. Bah, à vrai dire, je m'en doutais un peu parce que du jour au lendemain, en fait, tout se passait bien et du jour au lendemain, moi, dès que je rentrais des entraînements de la moto ou que dès que j'entrais des entraînements du physique, tu voyais mon frère, entre guillemets, déprimé, un peu énervé, un peu agacé. Donc, je savais qu'il y avait un truc qui allait pas. Après, je pensais pas que c'était aussi grave à ce point-là. Et sur le coup, oui, sur le coup, bah, j'étais ultra déçu, un peu énervé, mais je me suis dit, on va trouver forcément autre chose. Mais oui, sur le coup, j'étais très déçu et un peu énervé. Moi, c'est pas que j'étais énervé, c'est que enfin, j'étais pas déprimé, j'étais énervé. J'étais énervé parce que d'un côté, comme je t'ai dit, voilà, j'avais mon frère, et puis j'avais surtout embarqué quelqu'un d'autre avec nous. Et cette personne aussi avait tout quitté, tu vois. Notre pote, il avait tout quitté aussi. Donc il savait les risques avant de venir, mais quand t'as ça qui te tombe dessus, ben t'as pas le choix en fait. Et tu te dis au final non, je vais y arriver, je vais retrouver. Donc on a réussi à tenir quand même quelques mois au final. Euh, mais c'est vrai que ça a été une période ultra compliquée. Mais après, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui écoutent, je sais pas si vous vous rappelez aussi, mais j'ai dit Antoine, il m'a montré la première fois qu'il avait du mental. La deuxième fois, il m'a montré qu'il avait un réel mental, c'était à cette période-là. Ça a été pendant 3 à 4 mois. Il allait voir les courses, il allait avec l'écurie, il roulait pas. Il roulait en entraînement et encore, et il roulait pas. Et il faisait tout comme s'il allait rouler parce que on avait un sponsor potentiel à ce moment-là qui disait peut-être que ça va se faire, peut-être que si. Donc tu vis sur espoir au final. Tu vis sur espoir. Et lui il m'a montré qu'il avait un mental parce qu'il lâchait pas. Il s'entraînait comme s'il allait rouler, il mangeait comme s'il allait rouler. C'était vraiment une diète, une sèche, une tout ce que tu veux, à bloc. À bloc. Mais en même temps, moi je continuais de chercher de mon côté parce que je savais que ce sponsor, il nous vendait du rêve quelque part. La solidité mentale d'Antoine que tu mets en avant là, c'est très intéressant, d'autant plus que, comme tu le disais, hem, il assistait donc aux courses des autres personnes avec qui, il partageait en tout cas l'écurie à un moment, mais il ne se voyait pas Antoine, excuse-moi, tu ne te voyais pas sur la grille de départ, alors que
en fait, t'attendais peut-être que ça, enfin, c'est pas peut-être, tu n'attends que ça de pouvoir courir avec eux. Et c'est d'ailleurs ce que dit à ce moment-là la personne qui s'occupe le staff médical, en tout cas de cette écurie, qui te prévient en te disant attention, ton frère va craquer mentalement parce qu'il s'entraîne dur, il garde, comme tu l'as dit, son rythme de vie qui est strict au niveau alimentation et entraînement. Et une fois de plus, effectivement, il vous prouve encore une fois que bah, c'est pas aujourd'hui, même avec cette grande déception, qu'il va lâcher le morceau, quoi. Bah, Exactement. en fait, le truc, c'est que le staff médical, au final, tu vois, c'est bien tombé, hein, parce que on a réussi à rencontrer ce staff médical quand Antoine il s'est un peu fait mal au poignet. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, quand on m'a dit ça, c'est parce que c'est donc le médecin d'Antoine, qui est quand même un médecin qui est un ancien athlète aviron olympique, qui s'occupe du CIO, donc des Jeux d'équipe de France pendant des années. À ce moment-là, quand il me dit ça, je me dis, il a peut-être raison. Tu vois, je connais le mental de mon frère, mais pas non plus dans les moindres détails. Et lui, il me disait, Mathieu, ton frère, il va vriller, il va à toutes les courses, il s'entraîne comme un dingue. Il faut savoir qu'on parle d'un gamin qui a 21 ans, qui est dans une ville où ça fuse dans tous les sens au niveau étudiant, ça fait la fête, etc. Il sort pas, donc il faut qu'il comprenne qu'il doit pas sortir. Quand il sort, il rentre, il est 11 heures. S'il tire à 2-3 heures du matin, bah, il prenait une chasse, et non pas que par mois. Donc, si tu veux, ouais, ça m'a montré son vrai mental. Effectivement, donc comme je le disais, Antoine, enfin comme Mathieu le disait, tu peux apporter aussi ton point de vue sur sur cet événement-là. Mais en tout cas, s'il y a une chose vraiment qui ressort, c'est ton état d'esprit, si je peux me le permettre, qui est basé sur vraiment un état d'esprit de personne résiliente, quoi. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours quelque chose qui va te permettre de voir le bon côté des choses et de plutôt te pousser à toujours encore faire plus d'efforts plutôt que l'inverse. C'est ça. Bah, à l'époque, faut savoir aussi que on avait été même chercher la combinaison de l'écurie Mm. à Alicante. On avait été chercher la combinaison de l'écurie et j'avais la combinaison de l'écurie, j'avais tout, sauf bah je roulais pas. Je roulais pas. J'allais aux courses, il y avait même un simulateur de moto, je m'en rappelle. Je l'ai fait le simulateur de moto et je roulais pas. Euh, Après aussi, ça m'a permis aussi de prendre beaucoup plus en maturité, en mental, parce que j'ai fait un régime qui est plus que drastique, pardon. Je souhaite à personne de faire ça, vraiment. Et après, on a aussi rencontré des personnes aussi en or, donc ça nous a permis aussi de rencontrer des belles personnes, mais aussi de prendre en maturité et de savoir de gérer aussi mentalement. C'est sûr que oui, il y avait ce côté positif. Après, c'est vrai que l'envers du décor, il était trash, Mais hein, oui, pour c'est sûr parler que l'envers du vulgairement. décor, tu rentrais Il était trash parce que retour à la réalité. le problème, voilà, c'est retour à la réalité. Le problème, c'est qu'il y avait plein de gens, moi, parce que moi, je disais à Antoine, je disais, écoute, on va pas lâcher. Moi, je vais retrouver quelqu'un, t'inquiète pas, on trouve une solution. Et moi, tout le monde me disait, le peu de personnes qui avaient autour de nous, ils me disaient, mais arrête, tu vends du rêve. Parce que bah, les gens, tu sais comment ils sont, hein. Tu leur dis non, ils vont rester sur un non. Moi, tu me dis non, je vais chercher un oui. Donc, au final, je cherchais la solution pour Antoine pour pouvoir lui redonner le sourire qu'il avait perdu, en fait. Ou alors après, tu vois, dès que je sortais vraiment très rarement, que j'allais dans un bar ou qu'on allait avec Mathieu ailleurs, on rencontrait des personnes et entre guillemets, je revenais le petit garçon de 21 ans qui rigolait avec tout le monde et ça nous faisait du bien. Mais après, dès qu'on rentrait à l'appartement, ouais, c'était retour à la réalité, quoi. Ouais, donc il y a effectivement cette émotion, cette sensation de déception, malgré le fait, comme tu l'as dit Antoine et Mathieu aussi, d'être sorti de cette expérience avec effectivement cette déception de ne pas continuer, mais avec beaucoup de choses qui ont permis à Antoine de grandir encore plus dans ce domaine de la moto. Euh, Aujourd'hui, si on doit faire un état des lieux de où vous en êtes, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Quel est l'état de l'entourage professionnel d'Antoine? Est-ce qu'aujourd'hui il a des sponsors, des investisseurs? Est-ce qu'il a un coach, un mécano, comme on a pu le voir tout au long de ces différentes périodes de vie? Est-ce que vous prévoyez justement de continuer, enfin continuer ça j'en doute pas, mais est-ce que vous justement pour cette année par exemple ou l'année prochaine, il y a quelque chose de prévu? Euh, Bah, après ça, après cet épisode-là, j'ai retrouvé un sponsor
qui nous l'a mise à l'envers, mais bon, ça voilà, on va revenir dessus. Après, on est rentré en France. À partir de là, ça a été un peu dans tous les sens, c'est-à-dire que moi, ma vie était plus que dirigée par ça, il fallait que je trouve quelqu'un. Donc j'ai pris le bon coin, tous ceux qui vendaient des grosses voitures, des gros tableaux, des gros bateaux, j'ai envoyé des messages, etc. Enfin vraiment, c'est parti dans tous les sens. Et au final, non. Pour faire l'état des lieux actuellement, non, on n'a personne. On a au niveau écurie, oui, une écurie qui le veut. L'écurie de l'année dernière, bon, bah, c'est potentiellement toujours possible pour 2024, on va dire, enfin pour là la saison qui arrive. Mais actuellement, non. On n'a pas de sponsor, on n'a pas d'investisseur. Je cherche toujours. En même temps que bosser, on cherche toujours. Et puis on s'en est résilié. Comme j'ai dit à Antoine, je dis écoute, ça doit se faire, ça se fera, ça se fait pas, c'est que ça devait pas se faire. Voilà. On a réussi à lâcher prise parce que c'était devenu très 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 compliqué, surtout pour moi. C'est dur. Moi, c'était très compliqué parce que voilà, c'était tout le temps de voir Antoine pas bien par rapport à ça. À côté de ça, bah il y avait notre mère qui en même temps c'était compliqué aussi parce que bah elle, à force, elle y croyait plus trop. Donc on a lâché prise. Aujourd'hui, on a lâché prise et on laisse faire les choses. Moi, j'ai lancé énormément de bouteilles à la mer quand même. Je pense que quasiment toute la France, à mon avis, bientôt est au courant qu'on cherche. Donc on verra si ça doit se faire, c'est que ça se fera et puis voilà. C'est ça. Et en fait, c'était le plus dur. C'était même avant qu'on rentre en France, enfin, en fin décembre, dès que je commençais un peu à sortir sur Valence, parce que bah on commençait à lâcher prise entre guillemets, que je commençais à sortir sur Valence, tu vois, je voyais tous les pilotes que je côtoyais, ils signaient les contrats pour, on va dire, upgrade dans une autre catégorie, tu vois, du mondial junior au mondial moto 3. Je les voyais, ils signaient tous, tu vois. Et je me disais même souvent, tu vois, je me disais, je dois pas être là, normalement, je dois pas être là en train d'être avec des personnes ou des amis, tu vois. Je me disais, c'est pas ma place, j'ai pas à être là, normalement, je dois être à leur place, en train de signer sur un contrat ou en train de dormir parce que demain je vais rouler. Et même moi, j'étais pas, et tout le monde me dit lâche prise, et j'arrivais pas parce que je me disais, ma place, normalement, c'est sur une moto, pas là, dans un bar ou là, dans la rue. Et est-ce qu'aujourd'hui tu considères que tu as réussi à laisser un petit peu de lest, on va dire? Oui, oui, Ouais. même, parce que maintenant, bah, je travaille à côté. Bon, après, dès que je veux aller m'entraîner, rouler pour m'amuser, tu vois, j'y vais, mais oui, il y a du lest, oui, quand même. Après, on est toujours à la recherche, mais oui, il y a du lest, il y a du gros lâcher prise des deux côtés. Hein. Je m'entraîne physiquement pour moi, maintenant je fais plus d'entraînement que pour la moto, tu vois, enfin, il y a plein Dis-toi que à l'époque, enfin même encore il y a 3 mois, moi je dormais même pas de la nuit. Dès que j'avais quelqu'un qui m'appelait la nuit, un numéro que je connaissais pas, je répondais. Je me disais peut-être c'est pour Antoine. Partout où j'allais, que ça soit en Espagne, en France, j'allais que dans des lieux où potentiellement je pouvais rencontrer des gens avec de l'argent qui peut-être pourraient connaître quelqu'un pour nous aider. Enfin voilà, c'était vraiment arrivé à un stade où ça devenait néfaste pour une santé mentale. Donc il y avait besoin de lâcher prise. Et comme on dit, c'est des fois en lâchant prise que les choses se produisent. Donc si jamais ça doit se passer, ça se fera. Hein. Très bien. Antoine, tu parlais donc, d'entraînement et tout à l'heure, au début de notre entretien, tu parlais aussi d'une moto que tu venais d'acheter pour poursuivre, justement tes entraînements et ta passion. Aujourd'hui, ça représente à peu près, combien de temps pour toi par semaine, ces entraînements-là? Si est-ce que c'est plus des entraînements, comme tu as pu les faire jusqu'à aujourd'hui, qui étaient plutôt basés sur, ton amélioration de ta performance? Ou est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment, on va dire uniquement du plaisir? En fait, on va dire que moi, on a beau me dire oui, tu vas t'entraîner ou rouler pour le plaisir. Du moment que je monte et du moment que je ferme ma visière, du moment que je ferme la visière de mon casque et du moment que je monte sur la moto, c'est plus pour du plaisir. Je me dis, ça sert toujours à quelque chose. Tu roules pas pour rouler. Tu cherches toujours l'amélioration, la perfection. C'est comme ça que je suis, et ça, j'arrive pas encore à me dire que tu vas rouler pour ton plaisir. Ouais, c'est vraiment cet état d'esprit aussi de compétition. Donc, au fil de l'entretien, effectivement, on voit aussi que, au-delà des performances, que tu as réalisées, il y a aussi, toutes les cases donc que tu coches, sur l'aspect, sur le plan, pardon, mental. Puisqu'effectivement cette, solidité mentale, donc cette résilience et puis il y a cet aspect, compétition aussi que tu mets au service de ton sport. Et comme tu le dis, tu as beau, on a beau te dire, «Fais-toi plaisir», effectivement,
quand tu montes et que tu fermes ta visière, pour toi, c'est plus. Effectivement, il y a cette sensation de plaisir, mais au-delà du plaisir, il y a je veux gagner, quoi. Je Il y a veux. l'envie, ouais. C'est ça. Très bien. Écoutez, je vous propose de passer à une petite session pas de questions cette fois, mais de réponses du tac au tac. Alors, Antoine, si je te dis enfance, qu'est-ce qui te vient en premier à l'esprit? Famille, Si je te dis moto, victoire, si je te dis grâce, lieu de naissance, si je te dis Mathieu, grand frère, si je te dis mission, mission, réussir, et si je te dis futur. champion, carrière. Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaiteriez passer un dernier message à notre auditoire? Que si jamais ils connaissent quelqu'un qui peut nous aider, c'est avec grand plaisir qu'ils peuvent nous contacter. Après, voilà, j'espère que ça leur aura plu, qu'on n'a pas été trop long. C'est la première fois qu'on fait ça aussi. Donc après, Antoine, à travers TikTok, il essaye aussi de prendre un peu de popularité, on va dire, quelque part, parce qu'aujourd'hui, c'est la notoriété qui attire aussi les sponsors, comme on le voit souvent. Donc on essaye de développer aussi ses réseaux sociaux, et puis voilà, après ce sera avec grand plaisir qu'on reviendra faire un interview avec toi si on trouve, avec très grand plaisir, même un interview visuel, hein, si jamais ça t'intéresse. Et puis voilà, à part ça, moi personnellement j'ai pas d'autres mots. Merci à toi de ton temps surtout. Merci à toi de ton temps. Et après voilà, c'est vrai que si on devait tout résumer, ça prendrait une éternité. C'est d'ailleurs pour ça que, petite parenthèse, si on arrive à aller où on veut, on fera un film, c'est déjà prévu. Parce que vraiment, il y a eu des choses qui se sont passées qui sont dignes des films. Vous savez pas tout, et loin de là. Donc après, voilà, notre but, c'était vraiment de raconter notre histoire quelque part. Écoutez, donc vous parliez justement de vous contacter. Donc si jamais quelqu'un souhaite en savoir plus sur à la fois l'histoire d'Antoine et Mathieu et qu'il se sent prêt à les accompagner de quelque manière que ce soit, où est-ce que l'on peut vous contacter? Alors, ils peuvent contacter sur les réseaux sociaux, donc que ça soit sur le profil Instagram d'Antoine, Antoine Bonnard 43, sur mon Instagram à moi, Matt-Bonnard-, mais le mieux, c'est quand même sur la page Facebook, il y a mon numéro de téléphone normalement, d'afficher, mais le mieux en général, oui, c'est de me contacter directement par téléphone, parce que les mails, etc., c'est long au niveau des réponses parfois. Donc moi je suis du tac au tac, c'est action-réaction. Donc avec grand plaisir, ils peuvent nous contacter par téléphone, il n'y a aucun problème. Très bien, donc vous retrouverez les coordonnées dans la description du podcast. Et donc, il me reste plus qu'à vous remercier tous les deux d'être venus partager votre histoire. C'était un plaisir pour moi d'échanger avec vous sur tous ces sujets que l'on a pu aborder au long de cet entretien. Et puis effectivement, si un jour vous trouvez intérêt à revenir sur le podcast, ce sera avec grand plaisir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, et puis n'hésitez surtout pas à les contacter sur leurs pages respectives que vous trouverez en description. Merci à vous deux, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Paroles d'athlète jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu, inspiré ou appris quelque chose. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. C'est ce qui me fait ressortir dans les classements. Si vous souhaitez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retours, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Lucas Roguet ou via l'adresse mail suivante lucasroguet.paroledathlète@gmail.com. Je suis Lucas Roguet et je vous embrasse.